les petites minutes traditionnelles pour que tout le monde puisse se connecter. On est déjà à 80, pas loin. Euh, Est-ce que tu peux passer la slide d'après? Je vais vous présenter rapidement le contenu de ce petit webinaire. Donc, 1 heure de temps, c'est à la fois beaucoup, et merci d'avoir trouvé ce temps-là, et ça passe extrêmement vite. L'idée, c'était d'abord de vous expliquer pourquoi ce webinaire, quelle a été l'intention sous-jacente. C'est que la résilience alimentaire est un sujet qui sort, qui émerge essentiellement depuis le Covid. On lui donne pas mal de définitions, d'approches, de sachants, de moins sachants. Et depuis 3 ans et demi que l'association existe, nous sommes sollicités au sein de l'association de façon très régulière par des gens qui veulent comprendre ce que c'est, qui veulent comprendre aussi ce que fait le CNRA. Et notamment le dernier salon de l'agriculture avec la colère des agriculteurs nous a donné encore plus de visibilité sur ce sujet-là. Et l'intention était, au lieu de répondre en one-to-one, comme on dit en bon français, de donner un aperçu un peu plus large au travers de ce webinaire. Donc l'intention, c'est... Bien alors, sûr. est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Oui, j'ai oublié les bonnes petites pratiques usuelles. Comme on est très nombreux, par défaut, vous entrez dans le webinaire avec le micro coupé et la visio coupée. Donc, gardez ça, s'il vous plaît. Eh bien, il y aura un espace de questions-réponses. Donc là, je vous demanderai au contraire d'ouvrir votre micro et votre vidéo pour qu'on puisse interagir. Donc l'idée, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on va d'abord parler de résilience alimentaire, faire un petit aparté avec le lien avec la souveraineté alimentaire, parce que c'est le sujet dont on parle quand même beaucoup, de plus en plus. Notre ministère de l'Agriculture s'appelle ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, ce n'est pas rien. Sur les réseaux, on en parle aussi beaucoup par rapport au sujet de projet de loi d'orientation agricole. Donc on va faire un petit point de l'un par rapport à l'autre. On va vous présenter le CNRA, donc quelle est cette association et qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là. Et enfin, on passera la parole parce que Bernard Ader et moi-même allons nous passer la balle de ping-pong sur cette première partie, et on passera la parole à trois solutions qui œuvrent en faveur de la résilience alimentaire pour pouvoir témoigner un petit peu de ce qu'ils font, de comment ça s'inscrit dans une dynamique de résilience alimentaire pour leur territoire, et puis pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint le CNRA. Voilà rapidement ce que je voulais vous partager, et sans plus attendre, je vais passer la parole à Bernard pour qu'il se présente. Merci Bernard. Oui, merci. Merci à toi, Hermine. Merci pour cette présentation et merci à vous de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je suis Bernard Ader, je suis le président du CNRA depuis un peu plus d'un an, à peine un peu plus d'un an maintenant. Personnellement, je suis agriculteur dans le sud de la France, une exploitation agricole tout près des Pyrénées, dans laquelle on va retrouver un élevage de limousines, de vaches de race limousine en agriculture biologique et des cultures, des grandes cultures, ce qu'on appelle des grandes cultures. Le terme est pompeux, mais c'est le blé, le tournesol, le colza, le soja, dans un système qui n'est pas irrigué et qui fait appel à cette pratique dont on fait un peu la promotion maintenant, enfin, un peu beaucoup même, qui est l'agroécologie ou la conservation des sols, ou enfin, c'est même pas où, c'est et tous ces systèmes qui permettent de redonner de la vie au sol et de revoir l'agronomie et les cultures comme, comme ce devrait être si on se réfère aux bases agronomiques de la culture. Alors, j'anticipe un peu une question qui serait pourquoi je me retrouve à la tête du CNRA. Ben, j'ai un passé qui peut-être explique cette rencontre avec le CNRA. En tant qu'agriculteur, j'ai eu maintes représentations. Alors, en premier lieu, j'ai été enseignant et prof d'agronomie.
Puis j'ai été dans le monde des experts comptables par le fait des représentations que permet le monde agricole. Et j'étais ensuite dans le monde des coopératives agricoles. Dans ce monde des coopératives agricoles, j'ai pu bien vivre et observer comment on parlait d'alimentation ou comment on appréhendait l'alimentation. Et moi, il me manquait toujours un petit truc en termes d'analyse et en termes de clés d'analyse. C'est-à-dire qu'on raisonnait beaucoup, beaucoup en silo et on raisonnait toujours à trouver une solution sur un problème donné. Or, il s'avère que quelquefois, les solutions qu'on trouve sont les emmerdements des autres. Ce qui fait que cette façon de voir les choses, qui est de trouver une solution à un problème, ne crée pas une forme d'harmonie et qui permet à tout le monde de vivre dans un esprit commun et puis surtout faire un projet commun pour une société. Donc chacun sert un peu ses intérêts et puis on a un peu de mal à faire projet commun. Et de là, la rencontre avec le CNRA qui proposait à notre rencontre la fameuse approche holistique, celle dont on parlera probablement pendant une heure. Cette approche qui fait qu'on regarde les sujets, et notamment le sujet de l'alimentation dans son entièreté, et on cherche à donner au sujet de l'alimentation une robustesse, une grande robustesse. Et cette robustesse du système alimentaire, mes prédécesseurs ont choisi de la nommer résilience alimentaire pour créer cette association. Donc moi, j'en prends le relais avec peut-être un prisme un petit peu plus producteur, un petit peu plus producteur agricole. Et l'idée bon, un peu du titre qui est aujourd'hui, est-ce la seule réponse possible? En tout cas, la résilience alimentaire et la robustesse des systèmes d'alimentation dans leur territoire, c'est en tout cas une vision, enfin une approche intelligente du système pour sortir un petit peu de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'impasse pour trouver un système alimentaire commun qui permettrait d'embarquer tout le monde, de laisser personne sur sur le bas côté, au bord du chemin, que ce soit les jeunes, enfin les jeunes, les tout jeunes, qui ne sont pas maîtres de leur alimentation, que ce soit nos seniors qui ne sont pas maîtres de leur alimentation, que ce soit des personnes qui quelquefois n'ont pas le pouvoir économique de choisir leur alimentation. Donc voilà ce qui peut m'animer dans cette présidence de CNRA, cette vision holistique, cette approche intelligente pour trouver ensemble des réponses intelligentes, euh, faire aussi dessiner un espèce de projet commun qui pourrait être désirable pour tout le monde et en tout cas apaisé, où chacun trouverait chaussure à son pied en termes d'alimentation, et ceux qui ne peuvent pas la choisir, en tout cas, auraient notre bienveillance pour avoir une alimentation saine et suffisante pour tous. Et Bernard, le petit point aussi par rapport à à la souveraineté alimentaire, si tu veux bien, parce que tu as une façon de l'approcher qui est intéressante et je pense que ça fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Ok. La souveraineté alimentaire, je vais prendre une image puisque j'ai été baigné dans tout ce moment où est apparue l'idée de souveraineté alimentaire. La souveraineté, c'est plus de la réaction et du temps court. On va trouver des solutions pour rapatrier en France des usines à faire du paracétamol parce qu'après une pandémie, on s'aperçoit qu'on n'a plus d'usines à faire du paracétamol. Donc la souveraineté, c'est ça. Je ramène du paracétamol à la maison. Vous aurez compris le- le- l'exemple que je prends. Et la, la résilience alimentaire, c'est du temps beaucoup plus long. C'est du temps où on va revoir, refondre un petit peu notre système pour on ait plus à ou en tout cas, on ait moins recours au paracétamol. La résilience alimentaire vient apporter cette notion de temps long et vient apporter également cette notion de changement qui fait que, au lieu d'être dans une forme de protectionnisme, on va être plutôt dans une revisite de nos volontaires et délibérés
de nos systèmes alimentaires pour qu'ils deviennent plus robustes. Et à l'instar de l'image que je viens de vous prendre, euh, refaire des usines à paracétamol pour en consommer tout autant, je ne crois pas que notre état de santé y soit gagnant. Notre état de confort, probablement, mais notre état de santé général, non. Alors que développer en parallèle une médecine qui va permettre de se passer de paracétamol progressivement, dans le temps et dans un temps plus long, me semble être une réponse plus intelligente au système. Merci beaucoup, Bernard. Du coup, dans cette dynamique-là, comment est-ce que le CNRA s'inscrit? Caroline, si tu peux passer à la slide. Donc, le CNRA, c'est une association, c'est vraiment un collectif d'acteurs, j'insiste là-dessus, qui a été créé en 2020. Donc, quand on se remet dans le contexte, 2020, on est post-premier confinement. Et deux constats de ce regroupement d'une petite dizaine, une petite douzaine d'acteurs, de se dire, mais on remarque deux choses. Une chose très positive, une chose un peu plus négative. La première chose positive, c'est que de plus en plus, contexte Covid, on parle d'une alimentation saine, durable, respectueuse de l'environnement. On a des attentes citoyennes là-dessus. On a de plus en plus d'acteurs, de solutions, d'innovations publiques, privées, grandes, petites, citoyennes, collectives, etc., qui émergent. Mais par contre, deuxième constat, les indicateurs, les chiffres qui sont remontés sont quand même très loin du compte. Donc, quand on a constaté ça, je m'inclus dedans parce que, pardon, je ne me suis pas présentée, en effet. Donc, Hermine Chambard-Delhomme, je suis la déléguée générale du CNRA et je suis arrivée à J+1. Ils avaient écrit le manifeste et choisi le titre et je me suis occupée des statuts. Donc, je m'inclus assez rapidement dans cette dynamique créatrice. Et donc, sur cette base-là, on s'est dit, il manque euh, une association, et le rôle d'association est très important pour nous, qui puisse agir en tiers de confiance pour permettre à des acteurs qui, en quelque sorte, n'ont pas l'habitude de se parler au quotidien, de se rencontrer, de pouvoir dépassionner le débat pour pouvoir vraiment engager la transformation de notre système alimentaire vers un système qui soit plus résilient. Donc, dans ce cadre-là, Caro, si tu passes la suite, la mission et la vision qu'on a un peu posée, alors il y a beaucoup de blabla, hein, donc vous n'êtes pas obligé de tout lire, on vous le partagera si vous le souhaitez. L'idée, c'est de faire en sorte que les acteurs, en se connectant, en étant reliés ensemble, puissent mettre en place des stratégies qui vont avoir cette fameuse vision holistique dont parlait Bernard et faire en sorte que qui que je sois, je sais pas moi, un agriculteur qui veut passer en bio, un restaurateur qui veut développer des circuits courts ou s'approvisionner plus en local, qui que je sois, un grossiste qui veut de la même façon développer des circuits courts, comment est-ce que je peux encadrer mon projet avec cette vision systémique? Parce que on parle d'un système alimentaire, donc ça veut dire que quelle que soit la dynamique que je mette en place, ça va avoir un impact sur l'amont et sur l'aval, forcément. Donc un système n'est résilient, ne va être efficient que si tous ces maillons sont non seulement existants, mais en plus suffisamment solides. Et on va mesurer l'efficacité du système au maillon le plus faible. Donc l'idée du CNRA, c'est ça, c'est d'engager cette dynamique pour pouvoir permettre à tous les acteurs en étant connectés entre eux, de connaître les innovations pour capitaliser sur ce qui existe. L'idée, c'est pas de réinventer la roue tout le temps et engager cette transition vers un système plus résilient. Est-ce que tu peux passer à la suivante? Et à la faveur de l'arrivée de Bernard, donc, qui a succédé à Maximilien Rouer, premier président du CNRA, bah, je te passe la parole, Bernard, si tu veux expliquer un peu la nouvelle dynamique que tu as voulu mettre en place pour le CNRA et pour donc confirmer notre vision, notre mission, pardon. Une nouvelle dynamique, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais vu le temps d'existence du CNRA, c'était la dynamique qui s'en suivait assez naturellement. La première a été de faire une promotion assez générale autour du concept. La deuxième, c'était de mettre en pratique et en application les concepts. Et le pixel le plus intéressant, le terrain de jeu le plus intéressant est évidemment territorial,
et à l'échelle d'un bassin de vie ou d'une communauté commune ou de territoires structurés, de pays quelquefois, de territoires structurés dans lesquels on peut rencontrer les différents acteurs, quels qu'ils soient. Et je rebondis sur ce qu'Hermine a dit, ce qui est important dans ces espaces-là, dans ces terrains de jeu-là, si vous permettez de l'appeler comme ça, euh, c'est vraiment de mettre en relation absolument tous les acteurs. Tous les acteurs sont présents, sont importants. Et les acteurs à venir seront aussi importants. Et on essaie dans ce local-là, de faire se connaître les gens. On a toujours l'impression que parce qu'on habite dans un territoire, on connaît tout le monde. Or, notre expérience prouve que non. Les acteurs ne se connaissent pas forcément. Bien sûr, connaissent les noms, mais ne connaissent pas forcément ce qu'ils font ou connaissent pas certaines pratiques qu'ils ont. Je pense par exemple à la logistique, qui est un point assez névralgique dans les systèmes alimentaires. Peu d'acteurs connaissent la logistique d'un de leurs voisins ou de leurs partenaires pour quelquefois faire ces derniers kilomètres très coûteux ou ces derniers kilomètres très impactants écologiquement. Merci beaucoup. Et puis, dans la dynamique aussi de cette progression de l'association, l'idée, c'est de donner à la fois le cadre, la recette, entre guillemets, de la résilience alimentaire, mais bien évidemment, de permettre aux acteurs, à commencer par les membres du CNRA, de le mettre en application de façon très opérationnelle dans les territoires, chacun avec ce qu'il est et ce qu'il a. Donc, très concrètement, quels sont nos axes de développement au CNRA et nos projets? Caro, si tu peux passer la slide d'après. Merci. Nous avons trois axes de développement. Donc, je le redis, hein, nous sommes un collectif d'acteurs qui réunissons des gens qui sont vraiment engagés dans la transition. Nous n'avons pas vocation à être un think tank, à réfléchir, mais bien plutôt à mettre en lumière, à mettre en valeur ce que d'autres qui sont des scientifiques, par exemple, vont pouvoir produire. Relier, influencer, outiller. Donc, relier, ben, c'est l'ADN première du CNRA, c'est ce qu'on disait, nous sommes un réseau, donc tout un tas d'initiatives qui se succèdent tout au long de l'année, que ce soit au niveau global, réservé aux adhérents, que ce soit un peu plus ouvert, type le pitch qu'on est en train de faire aujourd'hui, le webinaire, pardon, ou bien des mises en relation ponctuelles, puisqu'on a une base de données de réseaux très importante. L'objectif, c'est vraiment de connecter les acteurs entre eux pour pouvoir confronter ces idées, pour pouvoir également faire du business, hein. Il y a des gens qui vont développer en interne quelque chose et d'autres qui vont aller le chercher en externe. Influencer, et là, ça va dans les deux sens. Et ça, j'y tiens, on vous a montré la slide juste avant, du global au local. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'information descende et remonte. Et l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur les retours d'expérience. On parle beaucoup de super retours d'expérience, mais on ne parle pas souvent de ce qui a moins bien marché. Et pour autant, on apprend beaucoup des échecs, les siens propres, bien sûr, mais en partageant ceux des autres, bien, on apprend à ne pas refaire les mêmes. Et donc, on va organiser dans cet objectif-là une journée parlementaire. On en a déjà organisé deux. La prochaine va être après les JO. Et on intervient aussi chez les adhérents. Et puis enfin, outiller, on développe différents outils qui vont être mis à disposition des membres ou beaucoup plus larges. Et je fais un petit focus très rapide sur la slide d'après, Caro, sur le guide de bonne pratique pour la résilience alimentaire des territoires qu'on est en train de lancer, enfin on fait plus que le lancer, on est à peu près au milieu du travail avec AFNOR pour pouvoir proposer de façon gratuite un document qui va permettre justement d'aider, d'outiller les acteurs à engager leurs projets, encore une fois, quels qu'ils soient, avec cette vision à 360, à la fois des enjeux de la résilience alimentaire, mais aussi en étant très dynamique, puisque on va pouvoir avoir accès aux acteurs qui font la résilience alimentaire. Voilà pour ces différents points. Sur la slide d'après, Caroline, donc concrètement, en quelques chiffres, le CNRA depuis 2020, bon voilà, on travaille essentiellement avec des bénévoles, hein. On est plus de 300 aujourd'hui
à avoir contribué, alors je ne suis pas bénévole pour ma part, mais je suis la seule salariée de l'association, à avoir contribué à l'association et à ses projets. Sur la slide d'après, je vous montre rapidement les membres du CNRA. Donc, on vous disait, on est un collectif d'acteurs et ce qui fait notre particularité et ce qui fait qu'au bout de 3 ans, finalement, on est quand même assez bien référencé, c'est que on a posé dès le départ des collèges. Alors, ils sont inégalement répartis et ça explique aussi le fait qu'on soit très jeune. Mais ils sont très importants parce que sans la représentativité minimale de ces 6 collèges, on n'engage rien. Pourquoi? Parce qu'on a à cœur de pouvoir vraiment travailler la résilience alimentaire avec tous ceux qui font le système, l'écosystème alimentaire de notre territoire. Donc, on a des solutions locales, donc TPE, PME, start-up, associations, tiers-lieux, qui sont inscrites dans un territoire précis, des grandes entreprises, donc supraterritoriales, voire internationales, des collectivités, des agriculteurs producteurs au sens large, des institutions dans le sens où elles vont accompagner la transition, que ce soit en ingénierie, que ce soit en financement, ou que ce soit en conseil, tout simplement. Et puis, bien sûr, des citoyens. Et puis, pour parfaire le tour, la slide d'après, Caroline, s'il te plaît. Aujourd'hui, l'équipe du CNRA, on fonctionne de façon très dynamique enfin, et spontanée, en fait, avec un comité stratégique et un comité de pilotage. Donc, comme son nom l'indique, le comité stratégique va plutôt travailler les sujets de fond. Le comité de pilotage, ça va plutôt être les sujets un peu au quotidien. Les noms changent régulièrement, les visages changent régulièrement au gré des projets, surtout le comité stratégique est beaucoup plus stable, bien évidemment, pour garder l'ADN et l'âme du CNRA, comme on dit souvent. Vous en avez quelques-uns sous les yeux. Et puis bah, l'idée, c'est pourquoi nous rejoindre. Bernard, je te passe la parole. On a trois grandes idées sur ce sujet-là. Bah, pourquoi nous rejoindre? Bon, mais déjà, c'est pour élargir le réseau. Et puis, plus un réseau est fort et plus il est puissant et il est enfin, puissant, c'est même pas le mot, mais en tout cas, plus il est actif et plus il est intéressant. Euh, euh, mais également, ça permet de donner toute la représentativité du champ à l'assiette, au consommateur, en passant par la logistique. Pensons également au corps médical, aux nutritionnistes, enfin, tout ce qui va pouvoir être en lien avec l'alimentation. Également nous rejoindre pour monter en compétences grâce à ce réseau, grâce à ce qu'on peut proposer, grâce aux interventions également qu'on peut vous amener pour votre structure en termes de compréhension du sujet, mais également des sujets connexes. Grâce à cette vision que nous avons un peu générale de l'alimentation, ça permet de monter en compétences et toujours de gagner des connaissances. Et enfin, contribuer à la résilience alimentaire, ben, tout simplement, vous détenez les solutions euh, pour la majorité d'entre vous et vous détenez également des bonnes idées pour faire avancer le projet commun. Donc, la meilleure façon de contribuer, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apporter ses idées, de pouvoir contribuer. Et on a là, je le crois, un espace où, en toute simplicité, n'importe qui peut venir et amener des idées et contribuer. Et surtout, bon, et ça fait un peu notre leitmotiv, dans une forme de bonne humeur qui règne dans les espaces de travail. Alors, la bonne humeur, ça ne veut pas dire ne pas faire bien son travail, mais j'ai envie de dire ça. On ne va pas aller chercher les côtés anxiogènes de tout ce qui peut y avoir autour. On a une problématique et on va se proposer d'y apporter un regard extrêmement optimiste, extrêmement positif pour trouver ensemble bah, le terreau d'un projet commun, si ça peut faire dans les territoires un projet commun. Merci beaucoup. N'hésitez pas à noter vos questions pour tout à l'heure ou à les écrire directement dans le chat, on y répondra.
Et si ça vous convient, on va passer la parole à Claudio Muscus, donc, qui dirige Ferme d'Avenir pour le premier de nos trois solutions qui vont un peu témoigner de comment est-ce qu'il s'engage justement dans la résilience alimentaire et dans le CNRA. À toi la parole, Claudio, si tu peux ouvrir aussi ta caméra. Normalement, ma caméra est bien ouverte et mon micro aussi. Merci Hermine. Donc bonjour à tous. Effectivement, je suis Claudio, directeur général de Ferme d'Avenir depuis l'année dernière. Avant cela, j'avais créé Culture et Compagnie, qui était aussi membre du CNRA. Donc vous voyez, je m'accroche. Ferme d'Avenir, comme vous le savez peut-être, c'est une association qui soutient le développement de l'agroécologie partout en France. Ce qui fait son parti pris, je pense, c'est que dès sa création il y a 10 ans, l'association a souhaité bien montrer que l'enjeu pour nous tous, c'est de réinscrire l'agriculture dans le respect des limites planétaires, avec une vision sur les trois volets qui nous paraissent pertinents. La viabilité économique de ce secteur, et donc rémunérer décemment nos agriculteurs. La préservation des capitaux naturels, pour sauver la planète, entre guillemets, et évidemment les aspects plus sociaux, sociétaux, c'est-à-dire nourrir nos concitoyens en aliments sains et qualitatifs et de façon suffisante. Voilà. Du coup, l'association a développé autour de ça plusieurs champs d'action. Le premier, c'était l'observatoire qui a permis à Ferme d'Avenir de développer des programmes de recherche-action, notamment autour de la comptabilité socio-environnementale. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas ça, c'est comme la comptabilité triple capital. Ça revient à dire qu'une exploitation agricole, évidemment, elle a un bilan financier, comme toutes les entreprises de France et du monde. Mais on peut aussi y adjoindre un bilan naturel sur les capitaux naturels et un bilan humain, voilà, ce qui permet de mieux chiffrer les choses. À côté de ça, il y a le concours des fermes d'avenir aussi, qui a beaucoup de succès. Les autres pôles d'activité sont la formation, aussi les petites formations courtes, ainsi qu'une formation un peu plus longue qui s'appelle le compagnonnage, qui permet de former aussi les personnes qui le souhaitent à la pratique dans des fermes du réseau. Troisième pôle, c'est le conseil aux collectivités locales ou aux grandes entreprises, que ce soit en vente directe ou pour alimenter la cantine scolaire, par exemple. Et également des projets d'agroforesterie dans les fermes françaises. Et enfin, tout ce qui est financement participatif grâce à la plateforme Bluebees, qui permet à des candidats à l'installation ou à des agriculteurs. Voilà, je pense que je ne vais pas être plus long que ça. Aujourd'hui, Ferme d'Avenir, c'est une association de 24 collaborateurs un peu partout en France, un réseau de 350 fermes cartographiées sur notre site internet avec qui nous menons tous ces programmes dont je viens de parler. Et pour finir, bah, moi, la raison pour laquelle adhérer au CNRA et je continue d'y adhérer, c'est parce que je pense que tout seul, c'est difficile de faire du lobbying politique, de l'influence politique. Ça, Hermine, elle s'est énormément rencontré des gens, tissé du lien avec des gens partout en France. Et le CNRA, c'est aussi l'opportunité pour moi bah, de rencontrer les autres adhérents, des opportunités de partenariat. Voilà, merci. Merci beaucoup, Claudio. Tu as eu des soucis de connexion, mais je pense qu'on a entendu l'essentiel de ton intervention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, pareil, gardez-les bien sous le coude. On va les prendre après. On les dirigera à Claudio. Et on passe la parole à Virginie, si tu peux nous parler de Rezan et de ce que veut dire cet acronyme. Merci En à ouvrant ta caméra aussi, s'il te plaît. Elle est ouverte normalement. Ah, J'espère que vous on m'entendez t'entend bien pas les très deux. bien pour ma part. Ah, est-ce que vous m'entendez? Pourtant, C'est mieux, c'est mieux. je vais garder Voilà, le micro proche de ma bouche. Merci, parfait. merci Hermine et bonjour à toutes et à tous. RESAN, ça veut dire Résilience alimentaire nationale. C'est l'objectif du projet qu'on porte. Donc RESAN, c'est une entreprise qui fait partie des membres fondateurs du CNRA.
Nous, on part un peu d'un constat qui est que d'un côté de la chaîne de valeur, on a une France qui perd des fermes chaque année. Donc, la France a perdu 100 000 fermes en 10 ans. Et de l'autre côté de la chaîne de valeur, on a des consommateurs qui veulent plus de produits locaux et de petits producteurs. Et du coup, dans nos chaînes alimentaires actuelles, eh ben, on n'arrive pas vraiment à faire le pont entre ces deux extrémités de la chaîne de valeur. Et donc, nous, ce qu'on propose chez Rezan, c'est un nouveau modèle d'industrie agroalimentaire qu'on veut dans les territoires qui soit l'idée, c'est d'être complémentaire avec les systèmes actuels d'industrie agroalimentaire qui sont massifiés, qui sont importants, mais qui ne sont pas suffisants pour avoir une industrie agroalimentaire résiliente et résistante aux chocs extérieurs. Donc, nous, notre proposition, c'est de réindustrialiser la France avec des petits ateliers modulaires de transformation voilà, qu'on souhaite installer à proximité des bassins de production de la matière première agricole et des bassins de consommation. L'idée de ces petits ateliers modulaires de transformation en conteneurs, ça permet d'avoir une déployabilité assez simple et rapide partout en France. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur la filière laitière. Et donc, sur la filière laitière, on a 10 ateliers de transformation installés dans 10 fermes qui font partie donc, du réseau Rezan. Et on a une marque commerciale qui s'appelle J'achète fermier. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Et notre marque commerciale initiale s'appelait Né d'une seule ferme. Donc, on a été cofondateur du CNRA en tant que Né d'une seule ferme à l'époque. On travaille avec la grande distribution sur la vente et l'approvisionnement en produits finis, mais aussi et surtout avec la restauration collective et donc avec la commande aussi bien publique que privée, parce que on a des contraintes réglementaires, notamment la loi Egalim, dans lesquelles on vient se greffer et proposer des solutions locales et équitables. Nous, donc, un peu pour compléter, le savoir-faire qu'on a chez Rezan, c'est celui de la micro-industrie et donc de la gestion opérationnelle et multisite de petits ateliers de transformation et de production qui sont décentralisés. Donc, ça inclut notamment la gestion décentralisée de la qualité, qui est un aspect clé en termes d'industrie agroalimentaire, puisque produit local ne veut pas toujours dire produit de qualité, hein. On veut être le meilleur du local et le meilleur de l'industriel, réussir à combiner les deux. Aujourd'hui, Rezan, c'est donc, je disais, 10 fermes sur la filière laitière, mais c'est aussi une équipe de 10 personnes, donc avec des savoir-faire tout le long de la chaîne de valeur d'une industrie agroalimentaire, donc des savoir-faire de R&D, de production, de suivi de stock, de logistique, de suivi qualité, de marketing et aussi de commercialisation de produits. Euh, on évolue dans un écosystème où on travaille avec des collectivités petites ou grandes, des communautés de communes, mais des métropoles aussi. On travaille avec des industriels de petite et de grande taille, et aussi avec des grossistes et des distributeurs, donc avec un écosystème assez vaste. Et pour moi, ça illustre notre intérêt, notre envie d'être au CNRA et de participer. C'est cette mise en réseau que permet le CNRA avec des acteurs variés tout au long de la chaîne de valeur. Et ça donne la puissance du collectif, en fait. On a créé, on a lancé certains projets filières, de construction de filières, grâce à des partenaires qu'on a rencontrés au CNRA, aussi bien collectivités, industriels, grossistes, comme je disais, qui sont autour de la table grâce à l'association du CNRA. Et la deuxième valeur qu'on voit au CNRA pour nous, c'est de nous apporter une expertise sur des thématiques qui ne sont pas notre cœur de métier. Donc nous, notre cœur de métier, c'est vraiment l'opérationnel, la gestion opérationnelle de petits sites de transformation. Mais quand on vient installer un outil de transformation dans une ferme, par exemple, sur la filière laitière, on a des enjeux d'accompagnement des méthodes de production de la ferme. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais au sein du CNRA, il y a des entreprises, des associations qui peuvent être à nos côtés pour accompagner dans leur transition agroécologique les fermes de notre réseau. Donc, voilà, c'est les deux grands atouts pour nous du CNRA. Donc, on est membre fondateur et on est toujours là et on espère être là pour longtemps aux côtés d'Hermine. Merci beaucoup, Virginie. Sébastien, à toi la parole, si tu veux bien, pour le dernier pitch. Parle-nous de Avec Lizzie. plaisir.
Alors du coup, nous, l'ISI, ce qu'on a créé, on appelle ça une boîte mail intelligente. Nous, le projet, c'est d'aider à la mise en place opérationnelle de circuits courts. Et pour ça, on aide, nous, sur les points qui souvent sont des points noirs et qui bloquent un peu vraiment, même quand les producteurs ont envie de vendre et les acheteurs, alors on est beaucoup sur les acheteurs professionnels ont envie d'acheter, c'est parfois dur à concrétiser pour plusieurs raisons. La première, nous, on met à disposition une interface qui permet de définir clairement son offre, potentiellement avec des tarifs et des conditions d'achat personnalisées selon les clients. Donc, c'est avoir un espace en ligne où j'ai mon offre qui est facile à définir. Deuxièmement, deuxième problème souvent, c'est de partager son offre, la rendre accessible. Et donc, c'est une sorte de catalogue interactif avec une appli de passage de commande gratuite côté client pour qu'il puisse tout simplement passer hyper facilement commande. Donc, c'est que ça se concrétise facilement. Troisième point de blocage, souvent, c'est qu'une fois que la commande arrive, ça génère quand même beaucoup de paperasse derrière et donc on automatise tout ce qui peut l'être. Donc, globalement, on génère automatiquement les bons de commande, les BL, les factures, ce qui est suivi du stock et la traçabilité des produits. Et donc tout ça dans un outil qui est aussi simple à mettre en place et à utiliser qu'une boîte mail. C'est vraiment ça, nous, la promesse un peu derrière l'ISI. Et ça évolue vers un système pour aller un peu plus loin maintenant où on est capable de capter les commandes qui arrivent d'un peu partout parce qu'il y a plein d'acheteurs professionnels qui ont leurs propres outils qui émettent des commandes. Et donc ça arrive avec souvent un bon de commande en pièce jointe d'un mail. Ça arrive depuis des places de marché en ligne, des sites de mise en relation, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'interfaces qui permettent de le faire. La ruche qui dit oui pour de bon, etc. Donc, on capte les commandes qui arrivent de partout et on va les remonter automatiquement dans un ERP si l'exploitant en a un. Cet outil, il est accessible, il y a une version gratuite qui est très complète, qui a été financée par la région Pays de la Loire pour encourager le développement des circuits courts, justement. Sinon, c'est un outil qui se veut très accessible à 29 euros hors taxe par mois. Et donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur leasy.co, je vais vous mettre le lien dans le chat. Mais voilà, globalement, nous, c'est aider opérationnellement à structurer des circuits courts. Et sur le CNRA, un peu l'histoire, nous, on a rejoint ça il y a 2 ans, je pense, maintenant. L'enjeu, c'était, un peu comme tout le monde, découvrir ce qui se fait d'autre pour donner des exemples concrets. Nous, via le CNRA, on a pu découvrir une entreprise qui s'appelle Agrologique avec une personne qui s'appelle Vincent Seyeux et qui porte la création, la mise en place d'un groupement de producteurs à destination de la restauration professionnelle ou collective des restaurateurs. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un moment un outil commun pour que les commandes transitent via un catalogue groupé. Donc, avec l'Easy, ça permet de le faire assez facilement pour au moins démarrer quelque chose rapidement. On travaille aussi avec des collèges dans les Yvelines, par exemple, ils sont assez moteurs sur ce sujet. Donc, il y a des tests qui ont été initiés. Donc, voilà, des rencontres hyper intéressantes qui permettent, parce que, comme on vient de dire juste avant, tout seul, on fait juste une brique, mais il faut plusieurs briques pour monter des projets. La deuxième partie, c'est gagner en visibilité aussi. Par exemple, on a participé au Salon des maires pour le CNRA et donc il y a des collectivités qui, notamment avec Egalim, là veulent faire des choses pour essayer de permettre. Alors souvent, le sujet qui revient, c'est que les cantines achètent à des producteurs locaux et on a les mêmes points de blocage, c'est que l'offre n'est pas définie, on ne sait pas comment passer commande et quand on envoie une commande, parfois elle se perd et c'est pas bien suivi. Donc ça permet de concrétiser aussi des projets qui sont déjà sur les rails. Et le troisième sujet, nous, c'est aussi de pouvoir être en veille, voire même être acteur sur des sujets liés à la résilience. Un exemple local, il y a un groupe de travail qui s'est créé à Nantes et nous, on fait le lien parce qu'on est implanté à Nantes avec d'autres associations qui sont intéressées pour travailler sur le sujet. Donc, ça permet de faire des actions concrètes ou au niveau un peu plus global, Hermine a parlé du guide des bonnes pratiques qui est mis en place par l'AFNOR et donc on est ravis de pouvoir apporter une modeste pierre à l'édifice. Voilà un peu pour ma part. Merci beaucoup, Sébastien. Tu pouvais partager le lien, mais c'était l'objet de ce petit QR code aussi, si vous vouliez approcher votre téléphone pour avoir les liens. On a fait un peu ce petit tour, donc maintenant, c'est place aux questions. Volontairement, on a laissé pas mal de temps pour vous permettre de nous pousser à creuser tel ou tel sujet. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Peut-être que pour ce temps de questions-réponses, Caroline, on peut couper le partage d'écran pour qu'on se voit mieux tous. Et si vous voulez, on va peut-être commencer par les premières qui sont dans le chat pour vous laisser le temps de réfléchir. Je pense que celle-ci est pour toi, Bernard. Majoritairement, de manière générale en France, nous avons des agriculteurs dits conventionnels qui ne vont pas forcément vouloir sortir de leur manière de travailler. Travaillez-vous avec eux?
Oui, enfin, nous voulons et nous souhaitons travailler avec eux. Alors, très souvent, le travail qui se passe avec eux ne se passe pas par le CNRA forcément, mais au travers des adhérents du CNRA, hein, ou des structures qui accompagnent des agriculteurs. Je pense à Biosphère, je pense à d'autres structures enfin, n'hésitez pas à vous mettre en évidence sur le chat si vous travaillez à accompagner des agriculteurs. Parce qu'il y a aussi des structures que j'identifie pas. Je crois qu'il y a une mention sur PADV qui accompagne également les agriculteurs. Donc, c'est vraiment au travers de ces structures-là que nous accompagnons les agriculteurs dits conventionnels pour passer à une autre agriculture. Alors, ce mouvement est en train de prendre, hein, de façon majoritaire. Pour l'instant, on en est à son balbutiement, mais je crois que l'envie dans le monde agricole est très présente de basculer. Le premier frein qu'il y a, c'est la méconnaissance ou l'absence de connaissance. Quand un agriculteur, pendant 60 ans ou 50 ans, a fait un type d'agriculture, pour se lancer dans un autre type d'agriculture, ce n'est pas évident. Et la pyramide des âges met beaucoup plus d'agriculteurs à 50 ans qu'à 30 ans. Donc, à 30 ans, en sortant de l'école, cette envie de nouvelle agriculture est liée assez majoritairement. Les autres, il faut les accompagner, il faut les former, il faut les rassurer, il faut les mettre en réseau, pour qu'ils puissent discuter. Et à partir de là, ça permettra d'initier ce mouvement de fond dont on a cruellement besoin. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Je vois pas trop de mains levées. Donc, si vous voulez, je continue avec les questions du chat. Vous avez effectivement demandé les liens du CNRA avec PADV. Alors, on travaille, aujourd'hui, on travaille ensemble. On n'a pas toujours travaillé ensemble, on se connaît depuis le début. On est partenaire d'un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Covalo. Et on travaille franchement en très bonne entente et on a vocation à se compléter. Et ça me fait penser à un point qui est quand même très important. Si je l'ai déjà dit, je le redis. Le CNRA est une association, un collectif d'acteurs et n'a pas vocation à venir à la place d'un acteur qui existerait déjà et apporter à sa place une mission ou un projet qui existe déjà, mais bien plutôt à prendre de la hauteur, à connecter les projets, les acteurs, les collectivités, tous les acteurs de l'écosystème au sens large pour justement engager à la fois cette vision systémique, et on ne l'a pas assez dit, mais cette action en faveur de la résilience, donc de notre capacité à résister collectivement aux chocs et perturbations qui vont solliciter notre alimentation. N'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein, à lever la main, sinon je continue à lire les questions du chat, mais c'est plus sympa si vous levez la main. Donc franchement, n'hésitez pas. Une question sur les liens entre le baromètre du CNRA et le tableau de bord des greniers d'abondance, donc qui s'appelle Cratère. L'outil Cratère fait partie des indicateurs du baromètre du CNRA. Ça fait le lien avec ce que je disais juste avant. Le CNRA et son baromètre n'ont pas vocation à prendre la place de ce qui existe déjà. L'intention de ce baromètre, au départ, a été de mettre en lumière des indicateurs et des données qui existent pour pouvoir donner cette approche holistique. Donc, il y a évidemment des données de cratères, des greniers d'abondance, mais il y a aussi des données, des indicateurs du RMT alimentation locale, il y a des données de l'agence bio, il y a des données de différentes typologies d'acteurs, de partenaires qui vont pouvoir contribuer à mettre en lumière tout un tas d'indicateurs. Aujourd'hui, on en a une douzaine. En toute humilité, hein, work in progress, on a plein d'idées pour améliorer ce baromètre. Et on a pas mal de bénévoles qui avancent sur ce sujet-là. Je continue sur les questions. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole encore une fois. Est-ce que je peux en dire un peu plus sur le référentiel CNRA AFNOR? Oui, bien sûr. L'initiative, pour comprendre d'où ça vient, il y a 2 ans et demi maintenant, ça commence à faire pas mal de temps. Le CNRA, tous les membres du CNRA sont régulièrement sollicités pour comprendre ce qu'est la résilience alimentaire.
Et en quelque sorte, plus ça va, plus il y a de la curiosité, parce que quand on rentre vraiment dans le détail de ce qu'est la résilience alimentaire, on comprend bien, on voit bien que les interlocuteurs, ça réconcilie un petit peu toutes les données, tous les enjeux qu'ils perçoivent, et ça, surtout, ça donne un fil rouge. C'est-à-dire qu'au lieu de découper tout en silos, hein, selon l'expression consacrée qu'on connaît tous bien, eh bien, ça permet d'avoir une vision systémique, holistique. Je n'ai pas compté Bernard, mais je pense que ça fait pas mal. Et donc, l'idée de ce référentiel initial, ça a été de répondre à ces sollicitations multiples de toute typologie d'acteurs. Au début, c'était beaucoup des collectivités territoriales, notamment des collectivités porteuses de PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui sont un dispositif qui existe depuis 10 ans et qui a été mis en place par le gouvernement pour inciter les collectivités à mettre en place une vraie stratégie alimentaire sur leur territoire. Mais également des acteurs interprofessions, des acteurs industriels, des acteurs gros, petits, qui nous ont dit, mais vous n'auriez pas une petite recette, un petit document qui nous permette de mieux comprendre la résilience alimentaire. Donc, il en existe beaucoup, mais nous avons voulu, et de son côté, AFNOR, de fait, a eu les mêmes sollicitations. Mais nous avons voulu, avec ce guide, et c'est un guide de bonne pratique aujourd'hui, ce n'est pas un référentiel, c'est vraiment un guide de bonne pratique, mettre en lumière les choses de la façon suivante. D'abord, expliquer rapidement, simplement, autant que possible, ce qu'est la résilience alimentaire. Et ensuite, de façon assez rapide, présenter le guide en présentant à chaque fois qu'on a les bonnes pratiques et en face de chacune des bonnes pratiques, d'avoir des illustrations, des exemples très concrets, très opérationnels pour que ce ne soit pas en mode injonction. Ça ne descend pas d'en haut, mais l'idée, c'est de se dire, ben, en fait, les gens l'ont fait. Il y en a qui sont très actifs sur le sujet et qui ont actionné un levier. C'est l'objectif de ce guide de bonne pratique. Et aujourd'hui, on vient de terminer la deuxième phase de consultation parce qu'il y a presque 250 personnes qui sont inscrites et qui contribuent à ce référentiel. Donc, c'est un sacré challenge d'avoir un consensus avec tout ce petit monde-là, mais on y arrive. Bernard, si tu veux compléter, n'hésite pas. Lis les autres questions. Alors, est-ce qu'on a un réseau développé sur l'île de la Réunion? Eh bien, aujourd'hui, non, pas vraiment. On n'a pas de réseau complètement développé dans les territoires. On commence à avoir des acteurs et de fait, à la Réunion, il y en a. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nous. On pourra vous mettre en relation. Est-ce que le CNRA est mandaté pour agréger Excuse-moi, par rapport à la Réunion et par rapport à d'autres territoires, effectivement, le kit que nous préparons, enfin, la manière que nous avons d'outiller les territoires pour qu'ils puissent développer de façon autonome cette représentation du CNRA est fait pour ça. C'est pour ça que si quelqu'un est intéressé à La Réunion pour développer cette approche de résilience alimentaire, sans aucun problème, vous vous rapprochez de nous, on vous outillera et vous pourrez démarrer ainsi l'aventure résilience alimentaire. Merci. Est-ce que le CNRA est mandaté pour agréger et interopérabiliser les solutions numériques pertinentes pour la transition agroécologique? Ou est-ce que c'est un sujet qui émerge dans l'un des collèges du CNRA? Alors, mandaté pour non. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de mandat particulier. Encore une fois, nous n'avons pas vocation à développer ce que d'autres développent déjà. Donc, dans ce domaine-là, il y a l'indice de régénération de PADV, la fleur de l'agroécologie de Ferme d'Avenir. Il y a déjà pas mal d'opérateurs qui existent. Nous avons d'abord tendance à flécher ce genre de questions vers ces opérateurs-là qui portent déjà quelque chose. Et après, bah, ça a été tout l'enjeu de ce guide-là. Si un sujet n'est pas porté, on va aller voir ceux qui en sont le plus proches et pourquoi pas imaginer le porter. Nous nous inscrivons en caisse de résonance. C'est-à-dire que tout ce qui existe déjà, on va l'amener en caisse de résonance. On ne se substitue à rien et on permet à des solutions qui quelquefois sont pas trop perçues ou vues à résonner encore plus. Merci. Comment travaillez-vous avec les agriculteurs dits conventionnels dans le cadre d'une démarche résilience alimentaire?
Avez-vous un exemple, une action concrète opérationnelle que vous avez mis en place? Tu veux donner un premier élément de réponse, Bernard, peut-être? Alors, mise en place, nous n'en avons pas encore mis en place, je ne pense pas, ou en tout cas, pour être décrite en tant que telle. Mais ce qui est important dans le terme de l'agriculture, c'est déjà le type de production, enfin, oui, le type de production et de système agricole qui est mis en place. Effectivement, plus il permettra une régénération du sol, plus il permettra de se passer d'engrais chimiques, plus il se permettra de se passer de molécules chimiques, plus il sera positif en termes d'énergie qu'il va créer. Vous pouvez prendre absolument tous les points qu'il y a autour d'une exploitation, plus ce sera consommé localement, mieux ce sera globalement en termes d'effet pour nos systèmes. Alors, comment toucher ces agriculteurs? Certains sont très réceptifs à ces sujets-là. Donc, on n'a même pas besoin de les toucher. Ils sont déjà touchés, ils ont déjà une expérience propre, voire même une ambition propre. Mais il y a à peu près 80% des agriculteurs qui sont dans une démarche euh, plus de suivi de ce qui pourrait être fait. Donc, il faut initier des initiatives, il faut mettre en place des initiatives. Ça peut se faire par des démarches, quelquefois ce sont les coopératives qui le font, quelquefois ce sont un groupe d'agriculteurs, quelquefois ce sera un CETA, une CUMA. Donc on a comme ça des groupes d'agriculteurs qui se fédèrent, qui ont envie de traiter le sujet. Euh, Souvent, c'est pris sous une approche technique ou technologique et agronomique, comment produire différemment et mieux. Mais en tirant le fil et en les accompagnant, on amène la suite de l'histoire. Et quelqu'un relevait la logistique, hein, quelqu'un relevait l'emploi d'énergie, aussi la mise en marché, la commercialisation, plus ou moins près. Tout ça ne doit pas s'arrêter au champ. On doit avoir une vision qui va bien plus loin que la production quand on parle avec les agriculteurs. Et les agriculteurs, à partir de ce moment-là, se montrent très intéressés de savoir que leur histoire ne s'arrête pas à un quintal de blé produit différemment, mais que leur histoire continue au travers de ce blé qui va être peut-être transformé dans un atelier à pain pas très loin de là, en pain qui va être consommé plutôt localement. Là, on va construire une filière ou améliorer une filière qui existe déjà, hein, on ne réinvente pas l'eau chaude, mais qui aurait été peut-être un peu inconnue par cet agriculteur. Et ça, voilà, ça permet de faire sens et de remettre aussi l'agriculteur dans une chaîne un petit peu plus longue. Merci Bernard. Et puis de façon générale, c'est par le réseau aussi hein, qu'on peut alimenter. Et encore une fois, c'est pas le CNRA qui va prendre la place d'un acteur qui le ferait, mais qui peut connecter. Comment travaillez-vous avec les projets alimentaires territoriaux qui maillent de plus en plus les territoires? Les PAT sont pour nous très importants puisqu'ils sont l'une des briques de la résilience alimentaire. Et de fait, ils commencent à être expliqué comme tel par pas mal d'acteurs. Nous travaillons assez en proximité, c'est-à-dire que régulièrement, de façon très spontanée, je peux recevoir des coups de fil de gens qui me disent: Ah bah tiens, Hermine, je cherche telle typologie d'acteurs, que ce soit de la logistique, de la transformation. Ça nous est arrivé d'ailleurs avec Né d'une seule ferme dans l'Est. Bon, il y a plein d'exemples comme ça, mais de façon générale aussi, on est très proche du réseau Terres en Ville. Enfin, ça s'appelle plus les RN Pat, mais France Pat maintenant. Et on était avec Bernard il n'y a pas très longtemps au ministère de l'Agriculture, justement, pour favoriser cette influence dont je parlais au tout début, qui va du territoire vers le gouvernement en l'occurrence, mais aussi dans l'autre sens. Donc oui, on travaille au plus proche et on essaye de répondre et de flécher les sollicitations dès que possible. Les PAT je rajoute un petit mot sur les PAT. Les PAT sont des outils. Si je vous donne une clé à molette et que vous ne savez pas vous en servir, à un moment donné, ce n'est pas parce que vous avez une clé à molette que vous allez démonter un moteur. Voilà. Et ce qu'on se permet de faire,
c'est également de générer des discussions au travers de tout ça pour que le PAT et donc la clé à molette soient extrêmement bien utilisés. Et là, à partir de là, on démultiplie l'efficacité de ce que sont les PAT. La rencontre entre le produit et le consommateur se fait en direct ou sur le marché ou les points de vente. Le CNRA mise sur la vente directe uniquement ou bien les distributeurs en circuit court font-ils partie des axes de développement? Et dans ce cas, comment voyez-vous le rôle des indépendants versus les enseignes nationales de GMS? Est-ce que les producteurs souhaitent privilégier les indépendants plutôt que la grande distribution? Alors, ça fait beaucoup de questions. Des premiers quelques éléments de réponse. La résilience alimentaire, c'est sans doute pas le 100% local ou le 100% circulant. C'est un équilibre des deux. Et la résilience alimentaire, c'est de toute façon l'équilibre. Elle prône la diversité des acteurs et des types et des produits, etc. Donc le CNRA n'a pas vocation à ne soutenir uniquement les circuits courts. Par contre, on est bien d'accord, et les chiffres sont là pour le prouver, aujourd'hui, il y a un net déficit sur les circuits de proximité. Donc, effectivement, on met un peu plus l'accent dessus. Sur la partie plus GMS actuelle, euh, c'est 70-80% de l'alimentation de notre population aujourd'hui. Donc, faire l'impasse sur la GMS, c'est faire l'impasse sur trois quarts de notre alimentation. Comment peut-on être résilient si on ne parle pas à trois quarts de nos fournisseurs de l'alimentation? Donc, bien évidemment, on a vocation à travailler avec eux, justement dans cette dynamique d'influence vers plus de résilience. Il y a pas mal de questions, le temps passe, donc j'essaye de les avancer. Avez-vous des liens avec Alta? Aujourd'hui, non, on se connaît, mais on n'a pas de lien proche. Avec plaisir pour échanger. Y a-t-il au CNRA des référents et des outils spécifiques dans le cadre du respect des principes directeurs de l'achat public à destination de la restauration collective? Euh, Est-ce qu'on a développé ça au sein du CNRA? Non, ça existe. On les connaît. On était aux assises de Restocco il y a quelques mois. Mais ce n'est pas notre vocation, encore une fois. On n'est pas un think tank, on ne va pas écrire des principes là-dessus et développer ces outils-là. Après, si vous jugez qu'il manque, parlons-en, quoi. Et l'idée, c'est justement d'être le hub de ces solutions-là au sein du CNRA. Bernard, pareil, tu m'interromps si tu as besoin. Hein. Bonjour, vous avez une action pour rendre visible, caisse de résonance, les solutions en vue de la résilience. Avez-vous une action pour rapprocher les financements, les financeurs de ces solutions? Alors oui, très bonne question. Comme je le disais tout à l'heure, parmi l'un de nos 6 collèges, nous avons un collège qu'on a intitulé Institution, au sein duquel il y a plusieurs acteurs du financement parce que c'est tout l'enjeu. Hein. On sait que la transition, ça coûte cher. Alors, je ne suis pas une experte, Bernard, tu me corrigeras, mais pour passer en agroécologie, je crois qu'il faut quelque chose comme 3 ans. Donc, il y en a qui expliquent que traverser cette vallée de la mort, c'est quand même assez long. Il faut avoir les reins solides d'un point de vue financier. Et de la même façon que ouvrir un magasin, développer une nouvelle stratégie, eh bien, ça va être gourmand en financement relocaliser, réindustrialiser, reterritorialiser, tout ça, ça rentre dans une stratégie qui va solliciter pas mal de financement. Et donc, nous nous rapprochons de ces acteurs du financement à 2 titres. D'une part, parce qu'eux sont intéressés par tout l'écosystème qu'on connaît, notre réseau et cette émergence enfin, c'est pas cette émergence, cette existence de nombreuses solutions pour pouvoir justement démultiplier leur impact. Et nous, dans l'autre sens, on essaye aussi de leur mettre le doigt sur des signaux faibles qu'on va pouvoir remonter du terrain et dire, attention, ça contribue vraiment à plus de résilience ou ça, c'est une fausse bonne idée. Tu veux compléter, Bernard? Oui, sur le côté financement, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe ces temps-ci. C'est que on a bien référencé plein de, de systèmes qui peuvent financer l'accompagnement dans la transition agroécologique ou toutes les transitions d'ailleurs. Et ces boîtes peuvent mettre de l'argent à partir du moment où il y a une certaine garantie de respecter des engagements, garantie de respecter une façon de faire. Et
euh, juste, le guide AFNOR, le, le guide AFNOR tient, enfin, est un peu l'embryon de pouvoir nourrir dans les entreprises cette partie extra-financière que doivent produire les entreprises, que devront produire à l'avenir les entreprises en termes d'engagement, pour pouvoir dire, voilà, nous sommes une entreprise engagée, mais entreprise voulant dire quelquefois agriculteur ou autre, hein, une entreprise engagée dans une démarche vertueuse, et les financeurs seront très réceptifs à ça. On a identifié ce point très clairement et il est en train de se développer. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de l'heure. Il y a encore quelques questions. Donc rapidement, des liens avec la FAUP. Eh bien, j'ai échangé avec sa directrice la semaine dernière. Ciao. Ciao. Oui, il y a quelqu'un qui va intervenir. Michel. Et on pourra répondre à distance à vos questions. Il y a pas de souci là-dessus. Bah, j'espère que ça vous a plu. Vous avez été très nombreux. Merci d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas, peut-être que Caro, pour la conclusion, tu peux partager la dernière slide. S'il y en a qui veulent scanner, prendre les contacts, n'hésitez pas à nous solliciter comme vous le souhaitez. Un grand merci à tous. Un grand merci à vous. Bonne journée.